Alors, je prends une grande inspiration pour ce premier épisode de podcast. En tout cas, c'est le premier épisode où je suis en solo. L'idée de ce podcast, elle est présente depuis très longtemps. Ça fait un moment que j'y pense, que j'ai envie de le faire, mais que je ne passe pas à l'action. Donc, il y a une partie de moi là qui est très contente de le faire et une partie de moi qui a aussi extrêmement peur parce que je ne sais pas trop où ça va me mener et j'ai beaucoup d'envie, beaucoup d'attentes vis-à-vis de moi-même et ça met la barre assez haute. Donc, voilà pour vous dresser un peu le cadre. Avant de démarrer, je me suis posé la question, c'est quoi justement, qu'est-ce que tu veux donner dans ce podcast et puis quelles sont les règles que tu veux te donner. Et je me suis dit, me connaissant, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis, je pense, beaucoup de temps à passer à l'action parce que j'ai envie de faire de la qualité, j'ai pas envie de bredouiller, j'ai envie que ce soit intéressant, bref. Et en même temps, j'ai très envie de spontanéité, j'ai très envie de naturel, j'ai très envie d'avoir l'impression de discuter avec quelqu'un. En tout cas, moi, c'est les podcasts que j'aime écouter. Et donc, il va falloir que je gère tout ça. Et je me suis dit, donc, peut-être que le premier cadre que tu peux te donner, c'est de faire qu'une seule prise. C'est de t'obliger à ne pas recommencer et donc à accepter les je sais plus, j'oublie ce que j'ai envie de dire, voilà. Accepter ça. Ça va pas être évident, ça va être un vrai challenge pour moi. Et l'autre cadre que j'ai envie de me donner, c'est de la spontanéité, parce que je pense que je suis quelqu'un comme ça. Donc j'ai souvent plein d'idées depuis quelques semaines, voire quelques mois que j'ai envie de faire ce podcast. J'ai très souvent l'envie de partager soit des prises de conscience, soit des échanges que je peux avoir avec mes clients pour aider les autres, pour voilà, transmettre ce que je sais. J'ai l'impression d'avoir plein de choses à transmettre et d'avoir plein de tips à vous donner. Et ce que je souhaite, c'est maintenant passer à l'action de le faire. Et donc, j'aimerais que ce soit spontané. Donc, je voudrais, justement pour ça, pas faire trop de montage et pouvoir communiquer sans me mettre trop de contraintes et trop de règles. Donc ça, c'est ce qui me conviendrait. On verra si j'arrive à le faire. Ce que je voudrais aussi, c'est que ce soit quelque chose d'interactif, donc un podcast qui puisse être interactif dans le sens où j'aimerais pouvoir répondre à vos questions à vous. Donc, je vous encourage à le faire, à m'envoyer des thématiques, des sujets que vous aimeriez que je traite. Le cadre étant le changement professionnel, la reconversion professionnelle, tout ce qui peut graviter autour de ce sujet du changement, de trouver sa voie, etc. Voilà. Donc, je vous encourage à m'envoyer vos questions pour que je puisse y répondre, compte tenu de mon expérience qui vaut ce qu'elle vaut. J'ai pas la réponse à tout et surtout, je pense qu'il n'y a pas une bonne réponse, il y a une perception peut-être d'une réponse à une question, mais j'ai pas la vérité. Et c'est ça que j'aime aussi dans mon métier, c'est de découvrir chaque jour des choses nouvelles sur des thématiques pourtant que j'aborde depuis un petit moment. Donc voilà pour le cadre. Alors, le sujet de ce premier épisode qui parle du changement professionnel, je me suis beaucoup posé la question par quoi je commence, parce que j'ai plein d'idées, notamment en rebondissant sur des échanges clients. J'ai plein d'envies, mais je ne savais pas par quoi commencer. Alors, sur le coup, je me suis dit, parle de ce qu'est le changement professionnel, voilà. Puis je me suis dit, non, je vais commencer par vous raconter rapidement mon parcours pour que vous sachiez à qui vous avez affaire et pourquoi je fais ça aujourd'hui. Donc, moi, j'ai 43 ans depuis peu, j'ai 4 enfants, je suis mariée, j'habite dans le nord de la France et je suis une femme plutôt issue d'un milieu ouvrier, pas très qualifié.
C'est-à-dire que mes parents n'avaient pas vraiment fait d'études. Et pendant longtemps, je dirais jusqu'à la fin du collège, j'avais la perception que les études, c'était pas fait pour moi. J'étais plutôt une enfant qui aimait s'amuser, jouer avec ses copains, qui souffrait beaucoup de la solitude parce que j'avais pas de frères et sœurs, j'étais fille unique. Donc mon seul leitmotiv quand j'étais petite, c'était de jouer avec des copains ou des cousins. Et j'ai conscience aujourd'hui que pendant longtemps, j'avais la croyance que faire des études et avoir, entre guillemets, oui, des diplômes et avoir un métier qualifié, ça n'était pas pour moi. Alors, c'est pas quelque chose qu'on m'a formulé, hein, on m'a jamais dit ça, mais et baignant là-dedans, je pensais ça de moi. Pour la petite anecdote, je me souviens très bien de ma première journée d'intégration à la fac, donc après mon bac, où on était accompagné par des anciens, notamment quelqu'un qui était en master, et je le regardais avec les yeux qui brillent en me disant « Waouh !» il a fait un bac plus 5. Voilà, je me disais que c'était inaccessible. Donc j'ai évolué là-dedans jusqu'à ce que je me retrouve en fin de troisième où mes résultats n'étaient pas mirobolants et où l'orientation qui m'est donnée à ce moment-là quand même me fait un petit choc. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas à faire de longues études, mais je ne m'attendais quand même pas à ne pas en faire du tout. En tout cas, je ne me voyais pas m'orienter vers un métier, le métier vers lequel on m'orientait. Bref, sans rentrer dans le détail. Et donc, j'ai à ce moment-là pris conscience d'une chose, c'est que il y avait que moi qui pouvait influencer ça, changer ça. Et c'est vraiment l'entrée en seconde qui m'a donné envie de m'investir davantage dans les études. En tout cas, alors pas vraiment parce que j'avais envie d'apprendre, mais plutôt parce que j'avais envie, j'aspirais à une forme de réussite professionnelle. Probablement aussi parce que je pensais que c'était la clé pour être appréciée, aimée, en tout cas de mon papa. Donc ça a été un levier en fait. Donc je me suis lancée dans les études. Donc en seconde, j'ai réussi finalement à aller vers une voie qui était moins pire que celle qui m'était donnée. Et j'ai réussi aussi à faire une pirouette par la suite puisque j'étais à l'époque en seconde technologique, qui est très bien, hein, et j'ai réussi à bifurquer sur un bac général après. Et puis j'ai finalement eu mon bac avec mention. C'était une grande fierté pour moi parce que je pense que tous mes enseignants, mes professeurs, enfin peut-être pas tous, mais une grande partie de mes professeurs de collège ne voyaient pas chez moi la possibilité de faire des études et encore moins d'avoir un bac avec une mention ou faire des études supérieures. Donc ça a été vraiment un atout. Et ça, c'est un premier élément très important, c'est que je pense que autant les personnes qui croyaient en moi que les personnes qui ne croyaient pas en moi ont été des moteurs. Et c'est encore le vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que j'essaye le plus possible de transformer ces énergies, au départ peut-être un peu négatives, en booster, parce que ça me donne de la force, de l'envie de leur montrer que je peux y arriver et que c'est possible. Donc j'ai fait donc voilà, ça c'est mon parcours. Donc j'ai fait des études, j'ai fait un bac général et puis après j'avais pas trop quoi faire. Je me suis orientée vers du marketing. Honnêtement, sans vraiment savoir ce qu'il y avait derrière, ça faisait sympa sur le papier. J'avais envisagé des métiers de l'accompagnement, mais comme je suis quelqu'un de très sensible, j'avais pour le coup par contre entendu que j'étais un petit peu l'assistante sociale de tout le monde, très sensible, et probablement que cette sensibilité m'aurait desservie dans l'accompagnement, que j'aurais eu du mal à prendre du recul. Donc c'est une voie que j'ai écartée et donc je me suis lancée dans des études, donc d'abord à la fac en gestion, puis j'ai bifurqué sur un master en sciences de gestion. Voilà. Donc c'est une période de ma vie plutôt sympa parce que les enseignements étaient quand même plus intéressants que les enseignements notamment du primaire, il me semble. Enfin voilà, c'était plus concret, sans que pour autant que j'ai une vision claire de ce que je voulais faire.
Et puis très vite, ça s'est enchaîné puisque mon premier stage m'a permis derrière d'enchaîner et d'être embauchée sur un poste de marketing. Ça a été de très belles années puisque j'ai intégré une entreprise qui était plutôt chouette, où j'ai appris beaucoup de choses, mais dans un secteur d'activité qui était pour le coup par contre pas tout à fait en phase avec mes valeurs, puisque j'étais dans l'univers du crédit, de la banque. Donc ça a toujours été quelque chose qui me gratouillait un petit peu, et puis sur la fin ça m'a vraiment gratouillé beaucoup. J'ai eu la chance donc dans cette entreprise d'évoluer, d'apprendre plein de choses, de manager. Et puis à un moment donné, je suis arrivée à un plafond, c'est-à-dire que je pense que ce plafond, je pense que je ne pouvais plus trop évoluer. Enfin, c'est pas que je pouvais plus, j'aurais pu dans cette entreprise évoluer. Je pense que d'autres personnes évoluaient et ça aurait pu être le cas. Mais je pense que j'étais plus passionnée par ce que je faisais. Donc, je pense que ceux qui évoluent sont aussi impliqués et passionnés par ce qu'ils font. Donc, jusque-là, je l'ai été. Puis à un moment donné, je ne l'étais plus. Et donc, je pense que ça aussi, ça se ressent. Donc, je pense aussi que ça, c'est un élément aussi à transmettre. C'est-à-dire, si vous avez l'impression un peu de stagner, c'est probablement aussi parfois, alors soit c'est structurel à l'entreprise, hein, ça peut être le cas, des entreprises sur lesquelles il n'y a pas d'opportunité, pas de mobilité, mais quand il y en a et que vous voyez que vous n'évoluez pas, c'est pas forcément un manque de compétences, mais je pense que le manque de sens ou d'envie ou d'implication, parce que finalement, c'est pas fait pour vous, peut aussi expliquer le fait que vous stagnez. Et donc, je me souviens très bien avoir des discussions avec mes collègues de travail à la cafette où je leur disais mais je peux pas rester à faire ce métier-là toute ma vie. Enfin, je me souviens, je disais toujours ça faisait même rigoler mes collègues de travail. Et je voyais pas comment, j'avais l'impression d'être vraiment enfermée, ligotée en fait là où j'étais. En plus, on est dans un pays où finalement, si on a fait du marketing ou de la communication dans la banque, j'avais quand même l'impression que c'était compliqué d'en sortir. Et j'avais tenté de postuler dans d'autres secteurs d'activité, ça n'avait jamais donné de suite. Et puis faire la même chose dans une entreprise qui est dans le même secteur d'activité, je voyais pas trop l'intérêt finalement. Donc je me sentais un peu enfermée. Et je voyais pas trop comment j'allais pouvoir m'en sortir. Et j'étais enceinte de ma 3e. Et c'est là que j'ai démarré un bilan de compétences. Ce bilan de compétences m'a permis de rassembler un certain nombre de pièces du puzzle et de définir un projet qui était donc le projet de devenir coach. Mais pour rien vous cacher, quand j'étais en train de faire ce bilan de compétences, il y avait une partie de moi qui sentait que c'était juste et bien de le faire, et une autre partie de moi qui ne croyait pas que j'allais avoir le courage du changement, qui pensait que ce n'était pas possible, notamment par rapport à des contraintes financières, par rapport à des contraintes aussi des engagements familiaux, etc. Donc je le faisais, mais il y avait quand même une partie de moi qui doutait de ma capacité à oser. Parce que je ne suis pas quelqu'un naturellement de fonceur. Je suis quelqu'un de très optimiste, mais pas du tout quelqu'un de fonceur. Et puis, donc, le bilan de compétences arrive à sa fin. Je suis censée retourner au travail. J'avoue que c'est pas, j'y vais pas du tout en étant anxieuse, angoissée, ou voilà, mais avec une démotivation plutôt, un manque d'intérêt pour ce que je vais faire. J'ai l'impression de refaire la même chose tous les ans, à peu de choses près. Donc moi, j'ai besoin, pour le coup, ça je le sais, de changement, d'innovation, de créativité. Et là, ma créativité était plus du tout alimentée dans le cadre de mon travail. Et il s'avère qu'en parallèle de ça, personnellement, j'ai mon mari qui, à ce moment-là, et d'ailleurs, j'étais pas très contente à l'époque, a choisi de prendre un tournant professionnel pour lui en acceptant une mobilité en région parisienne.
une mobilité qui lui permettait de passer sur un poste plus intéressant, de passer un cap, quoi, sans pour autant que ce soit d'un point de vue financier très intéressant et nous permettre par exemple de se dire voilà, on peut tous partir sur Paris, c'est super cool, l'augmentation est énorme parce que bon, il y a quand même une vraie augmentation du coût de la vie en région parisienne. Et puis, ça veut dire aussi que moi, je dois à ce moment-là potentiellement le suivre en région parisienne et donc quitter mon travail. Et voilà. Donc, au départ, il accepte ce poste. On ne sait pas trop comment on va s'y prendre, mais mon mari est un fonceur pour le coup, lui. Et donc, au départ, il prend une chambre d'hôtel et puis il rentre le week-end. Bon, ça a un impact assez fort sur notre vie de famille. Moi, je suis à ce moment-là pas très contente du choix qu'il a fait. Voire pas contente du tout. Et en fait, à un moment donné, cet élément a été aussi le déclic du changement. Parce que concrètement, moi, rester sur l'île avec mes 3 enfants et un job qui ne me passionne plus, mais qui me demande quand même de l'investissement, tout en ayant un mari en région parisienne qui, lui, n'est pas très présent et donc ça peut avoir un impact sur notre vie de famille. À ce moment-là, je me dis, bon, ça m'a semblé être une évidence. Je me souviens très bien du jour où j'ai pris cette décision. J'étais dans la cuisine de notre maison. J'ai appelé mon mari et je lui ai dit, bon, écoute, je reprends le boulot dans 1 semaine. Là, on met en vente la maison et fin d'année, je te rejoins à Paris. Et donc, l'idée, c'est de démissionner pour suivre mon mari, donc avec le suivi de conjoint. Donc, ça me permettait d'être accompagnée par le chômage, donc de ne pas avoir 0 revenu. Et à ce moment-là, je me dis, en plus, ça me permettra de donner une chance à mon projet, au projet que j'ai travaillé en bilan de compétences, donc au projet du coaching, de voir le jour. Parce qu'en plus, à l'époque, donc ça fait 9 ans, puisque ma fille a 9 ans, il y a 9 ans, le coaching, c'était pas du tout à la mode comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de formation. Et les seules formations qu'il y avait, c'était en région parisienne. Donc ça, c'était aussi un élément contraignant pour moi, parce que je voyais pas trop comment ma boîte allait me payer ça, clairement. C'était clair que c'était peu probable. Financièrement, c'était un coût important. Et puis en plus, ça voulait dire, pour le coup, des déplacements toutes les semaines. Voilà. Donc financièrement, ça rentrait pas dans les cases, en fait. Donc la seule option, finalement, si je voulais donner une chance à ce projet, c'était finalement de le suivre. J'avoue que je prends cette décision. On peut dire, finalement, quand même, tu oses. Oui, c'est vrai. Mais à ce moment-là, il me semble que c'est la meilleure option. La meilleure option par rapport à des contraintes familiales et personnelles. Donc, c'est pas une décision si difficile à prendre que ça. Et puis, je pense que j'ai quand même je crois en ma bonne étoile. Donc, je me dis, je vais retomber sur mes pattes. Je pense pas que je vais être courageuse, que je vais être déterminée, que je vais être une entrepreneuse de folie qui va monter sa boîte, etc. Je pense pas du tout ça. Je me dis juste, on verra bien, quoi. Voilà, on verra bien, step by step, un pas à la fois, en me disant au pire, quelque part au pire, je ferai en région parisienne un peu ce que je faisais avant. Enfin, je trouverais bien une pirouette. Voilà, je me dis ça. J'essaye pas de prévoir trop parce que finalement, je sais que c'est impossible à ce moment-là. Donc, j'y vais. Et donc, effectivement, on vend très vite la maison. On part en région parisienne. Et là, je m'occupe un peu de mes enfants. Puis, je reprends donc une formation au mois de septembre. Bon, déjà, ça a été aussi une période super cool parce que à ce moment-là, j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Hein. Vraiment, la petite anecdote que je peux vous partager, je la partage souvent avec mes clients pour leur dire que je reviens quand même de loin et que j'ai encore du chemin à parcourir. C'est que dans les écoles que j'avais sélectionnées, il y avait notamment HEC, puis il y avait le Master 2 d'Assas. Et donc, donc HEC m'a tout de suite accepté. Et ça, je me souviens que ça me surprenait, en fait. Je me dis, waouh! Bon, après, c'était très cher. Et le Master 2 d'Assas, c'était sur dossier, après entretien, puis on était après accepté. Et donc, j'ai été acceptée. Donc, j'ai démarré ça en septembre.
Mais j'étais quand même, j'avais l'impression déjà d'être un bébé, puisque j'avais 35 ans. J'étais en compagnie, en formation, j'étais la plus jeune. Les personnes qui m'accompagnaient avaient toutes au moins 10 ans de plus que moi. Et je me disais, dis donc, la fille, elle a 35 ans, elle vient du marketing et elle se dit qu'elle va devenir coach. Elle va aller accompagner des gens à être une meilleure version d'eux-mêmes. C'est quand même un petit peu... Enfin, je me disais, il y a un petit manque d'humilité. Est-ce que vraiment je suis à ma place? Enfin, j'avoue que je me posais beaucoup de questions. Et alors, la petite anecdote, c'est que le premier jour de la formation, mon responsable de formation, Thierry Chavel, quelqu'un que j'admire beaucoup, a passé les 2 premières heures à dire « En tant que coach, vous êtes machin. En tant que coach, vous êtes nanana. » Donc, il n'arrêtait pas de nous répéter qu'on était des coachs et à chaque fois qu'il disait ça, je me souviens que j'avais de l'angoisse qui montait. Et pour la petite anecdote, quand je suis rentrée chez moi, j'ai regardé mon dossier de candidature en me disant « Mais est-ce que j'ai menti ? Est-ce que je leur ai dit que j'étais coach ?» Parce que j'avais l'impression que j'étais pas à ma place, parce qu'ils nous positionnaient déjà en tant que coach. Donc, vous voyez un petit peu d'où je viens, c'est-à-dire qu'en termes de légitimité et de confiance, c'était quand même pas gagné, mais je l'ai fait quand même. Cette année de formation a été génialissime, des superbes rencontres, beaucoup d'introspection, beaucoup d'apprentissage, c'était vraiment génial. Et après ça, l'idée c'était de se lancer. Et là, pour le coup, sacrée descente aux enfers, parce que à ce moment-là, honnêtement, en région parisienne, je connais personne, je me sens à nouveau un bébé. J'ai l'impression d'être complètement perdue, je ne sais pas par quoi commencer. On n'est pas du tout, pour le coup, accompagné à la posture d'entrepreneuriat, à trouver des clients, comment s'y prendre, tout ça. C'est vraiment une partie qui est complètement nouvelle pour moi, et en plus dans un environnement vraiment que je ne connais pas, avec peu de réseaux aussi. Donc c'est super dur. Pas tout de suite, parce que je passe un petit moment quand même à m'amuser, à faire mon site internet, à raconter ce que je vais pouvoir apporter à mes clients, donc à être beaucoup dans la tête, mais pas beaucoup dans l'action. Puis après, à un moment donné, quand il s'agit de se dire mais comment je vais avoir des clients, j'avoue qu'à ce moment-là, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Donc, une période dure parce que j'ai l'impression d'avoir énormément de choses à transmettre et une grande frustration. Enfin, l'impression d'être ligotée à nouveau. Je me sens enfermée, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Et donc là, je tombe enceinte de ma 4e. Je pense aussi qu'à l'époque, ça me rassurait d'avoir aussi un 4e enfant parce qu'au moins j'avais une fonction. Mais je me sentais vraiment, en termes de confiance en moi, au ras des pâquerettes, quoi. Je me disais, bon là, j'ai l'impression de ne plus être ni dans le marketing, ni dans le coaching. J'ai l'impression que je ne sers plus à rien. Et la dimension professionnelle chez moi a une dimension très très forte. J'ai besoin d'avoir vraiment une fonction. Le boulot, c'est très important pour moi. Et à ce moment-là, donc, c'est pas simple. Et à nouveau, prise de conscience assez instinctive. Après un déjeuner avec un ami, un jour où j'étais rentrée dans la région Nord, où là je me suis dit, mais c'est ma place, c'est ici. J'ai vraiment ressenti que ma place était plus du tout en région parisienne, mais dans le Nord. Et de la même manière que la première fois, j'ai appelé mon mari et je lui ai dit, écoute, chérie, on retourne dans le Nord. Voilà, c'est comme ça. Pour la petite anecdote, il avait trouvé un job ailleurs, et donc ni en région parisienne ni dans le Nord. Et ça n'a pas été évident. Et c'est vrai que pour le coup, dans cette deuxième phase, il m'a plutôt soutenue et suivie. Et donc, on a réussi, parce que les planètes étaient alignées, à retourner dans le Nord quelques mois après cette prise de décision. Donc, on était à ce moment-là tous les deux sans activité. Moi, j'avais toujours pas de clients, et lui, il fallait qu'il retrouve un travail. Et donc, il a retrouvé du travail relativement vite, même si c'est jamais assez rapide. Donc, ça a été une période aussi difficile, de doute, avec 4 enfants, voilà. Et donc, après l'accouchement de ma 4e, je me suis vraiment mis dans un mindset complètement différent. Je me suis dit, voilà, là, maintenant, tout ce qui t'a déplu, tout ce qui t'a pesé, tu vas
faire en sorte d'aller sortir de ta zone de confort pour dépasser ça. Donc, l'isolement que je ressentais, le manque de contact, c'était vraiment des choses qui étaient vraiment très pénibles à vivre. Et donc, quand je suis revenue dans la région, j'ai vraiment tiré dans tous les sens, tous azimuts. Là où la nouvelle, dans le nouveau village, pardon, où on habitait, je suis allée voir la mairie, le maire, les adjoints. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'au moment où on est arrivé, il y avait un centre de bien-être qui ouvrait peu de temps après et qui proposait, qui avait évoqué dans le site internet qu'ils allaient faire des conférences. Donc je suis allée voir le responsable du centre et je lui ai proposé mes services. J'ai intégré des réseaux professionnels. Enfin voilà, j'ai vraiment réfléchi à toutes les options possibles et je les ai mises en place. Alors ça n'a jamais été très confortable, mais c'était des étapes franchissables. Donc, pareil, donc les réseaux professionnels, mais les conférences aussi, animer, faire des conférences, c'était pas évident, mais c'était vraiment très enrichissant. Ça m'a permis d'augmenter ma visibilité et puis d'augmenter ma confiance, ma crédibilité. Et puis petit à petit, ça a eu un impact très positif et ça m'a permis d'amorcer, on va dire, la pompe, quoi, d'avoir des premiers clients qui m'amènent à nouveau des nouveaux clients et tout doucement l'activité s'est développée. Quand j'ai vu que ça pouvait se développer, j'ai repris confiance en ce projet-là puisque j'avoue que je doutais beaucoup. Et puis ça s'est tout doucement vraiment affiné. Et puis là où au début j'accompagnais un peu toutes les problématiques de coaching, je me suis après orientée vers la reconversion, le changement professionnel, notamment parce que ça a été un sujet de développement pour moi. Ça a vraiment été un sujet très fort, c'est mon histoire. Et je me sentais légitime à accompagner ça. Et donc, c'est vers cette voie-là que je me suis spécialisée. Et donc, au plus je me suis spécialisée, au plus ça m'a permis effectivement de développer l'activité. Voilà ce qu'il en est. Alors, ce que je tiens à évoquer pour finir sur ce premier épisode, c'est que j'ai aussi beaucoup évolué dans ma pratique sur l'accompagnement au changement professionnel parce que pour avoir accompagné, je pense maintenant, à mon avis, on doit être autour des 200 personnes. J'ai fait des erreurs, il y a des choses que je ne fais plus, des visions que je n'ai plus. Et notamment, c'est sur ça que je vais finir, sur l'histoire de la mission de vie. Au début, sur mon LinkedIn, j'avais écrit « révélatrice de mission de vie ». Bon, c'est un peu pompeux quand même déjà. Et surtout, aujourd'hui, j'ai une vision un peu différente de ça. Pourquoi ? Je pense que c'est extrêmement angoissant de se dire, quand on fait une démarche de changement, qu'on va signer pour trouver sa mission de vie, quoi. Je trouve ça extrêmement angoissant. En fait, au départ, je le proposais comme ça, mais au final, avec le recul, je me suis dit, mais c'est hyper stressant, quoi. La barre, elle est beaucoup trop haute. Et puis en plus, c'est absolument pas réaliste, dans le sens où aujourd'hui, le métier qu'on fait, il y a fort à parier que dans 10 ans, on fera plus le même. Et c'est une bonne nouvelle. Et pour le coup, j'aurais jamais imaginé un jour enregistrer un podcast, faire ce que je suis en train de faire. J'ai envie de développer d'autres choses et je sais pas du tout dans 5 ans si je ferai toujours si je serai toujours dans ce type d'activité, en fait. Et aujourd'hui, ça me réjouit parce que je change, j'évolue, j'ai mes centres d'intérêt aussi. Et donc, c'est l'humain, quoi. C'est la vie. On est vivant, donc on bouge. Et donc, je voulais vraiment terminer là-dessus, insister sur le fait que quand vous faites cette démarche, vous pouvez la faire en intégrant l'idée que vous pourrez encore évoluer derrière. Alors, c'est sûr que
Si vous faites cette démarche et que vous décidez de reprendre 3 ans d'études, vous n'avez pas envie, au bout des 3 ans, ou de changer à nouveau. On peut, enfin voilà. Mais donc il s'agit effectivement de bien poser les choses, et c'est pour ça que je fais ce métier-là, pour vraiment s'assurer le plus possible que la trajectoire qu'on prend nous convient et est la bonne. Maintenant, il faut aussi redescendre la pression et diminuer l'exigence pour s'offrir la possibilité de ne pas s'enfermer nulle part, quoi, parce que c'est finalement assez stressant. Donc maintenant, j'écris révélatrice de talent. Bon, c'est toujours un peu pompeux, mais c'est quand même un petit peu plus réaliste, il me semble. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura pas trop ennuyé. Je pense que c'était important de démarrer par ça. Et je ne sais pas encore ce que je ferai pour le prochain, parce que j'ai plein d'idées, mais je sais pas par quoi commencer. Donc j'ai envie, et j'espère que ça vous conviendra, d'être dans la spontanéité, donc dans l'instant, et pas forcément de faire un plan détaillé de ce à quoi j'ai envie de ce sur quoi j'ai envie de partager. Voilà, donc c'est la décision que je prends à l'instant. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, ça m'aide, ça m'aidera à maintenir la motivation, même si je sais que c'est un projet qu'il faut tenir dans la durée pour qu'il puisse avoir un impact. Mais c'est quand même plutôt encourageant quand on a des personnes qui nous soutiennent. Voilà. Je vais terminer avec ma phrase fétiche. Avec C'est en vous, révélez-vous.